Trump donne aussi des choses. Trump n'est pas tout puissant non plus. On obtient des choses de Trump, et notamment en matière de garantie de sécurité. Les Européens vont réussir, et les Ukrainiens, à obtenir un certain nombre de choses de lui. Voyons ce qu'il est en train de lâcher ou non. C'est pas que les Européens, c'est la coalition des volontaires. C'est une petite nuance importante. C'est pas l'institution européenne. Que je sache, les Britanniques ne sont pas revenus dans l'Union européenne. C'est une autre forme d'alliance qui est en train de se constituer. Et ça, c'est un changement géopolitique qui est en train de se faire devant nous. Ça, c'est majeur, hein, figurez-vous. On n'en parle pas beaucoup, mais on contourne les lenteurs de l'Union européenne. Parce que si c'était par l'Union européenne, on n'aurait jamais eu ce résultat-là. C'est la fête de von der Leyen ce soir. Oui, mais le fait est. C'est quand même ça qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de construire. On est en train de construire autre chose que la défense de l'Union européenne. Une coalition occidentale dans lesquelles, à la marge, des nations. Ce sont des nations qui sont engagées. Oui, c'est des nations. Oui, c'est des nations. C'est pas tout à fait pareil. Nations. Et d'ailleurs, vous savez ce que les Européens ont obtenu de Trump. Vous avez parfaitement raison. On peut obtenir de lui. Ils ont dit il faut que tu appelles Orban et tu dis de cesser de nous casser les pieds. Et Trump a appelé, c'est Bloomberg qui le raconte, Trump a appelé Orban, il lui a dit de ne plus empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Avec des limites. Regardez, la limite, c'est pas de troupes au sol américaines. Trump veut bien qu'il y ait des troupes au sol, pas de problème, allez-y, mais les Français, les Allemands, etc., pas d'Américains, et cette fois, il le confirme expressis verbis. Ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain pour défendre cette frontière. Eh bien, vous avez ma parole. Vous savez, je suis président et j'essaie simplement d'empêcher que des gens soient tués. Voilà. L'activisme de Trump, vous disiez, il devait être 6h du matin, quelque chose comme ça. Non, alors c'est un entretien qui est par téléphone, mais qui était je l'ai écouté dans sa totalité, c'était assez interminable, ça dure une demi-heure, et le moment extrêmement gênant à la fin, où, vous avez des dizaines de millions de personnes devant cette émission, et il y a 3 présentateurs, dont une dame qui est au milieu, et alors je ne sais pas si c'est une notoriété publique, il lui parle de la relation qu'elle entretient avec un autre présentateur star qu'il adore, Sean Hannity, et parce qu'en ce moment, il y a un grand moment à Washington DC de politique intérieure, parce qu'il a sollicité la garde nationale afin de sécuriser une ville dont il dit qu'elle est sale et qu'il y a trop d'insécurité, etc. Donc voilà, c'était très fourre-tout, c'était très mélange, mais sur le sujet des garanties de sécurité, il est totalement évasif, sauf concernant les troupes au sol américaines. Ça, c'est niet ou no, plutôt. C'est le seul point sur lequel il est d'accord avec Biden. Hein. Oui. Oui, là, il y a la continuité. Les États-Unis, il était très clair dès le début, des Biden aussi, qu'ils ne veulent plus envoyer les soldats américains sur le sol ukrainien. C'est pas ce que les Ukrainiens ont réclamé. Est-ce que c'est de bonne guerre, commandant Proutot? Vous êtes quand même le militaire autour de cette table. Quand Trump dit il n'y aura pas de troupes américaines, il dit aussi France, l'Allemagne, le Royaume-Uni veulent des troupes sur le terrain dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Est-ce que c'est normal que les Américains n'y aillent pas, mais que les Français, les Allemands, les Anglais y aillent? Écoutez, chaque fois que les Américains y sont allés, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment passé quelque chose. Donc je préfère qu'ils disent ça carrément, mais qu'ils permettent qu'il y ait des ventes d'armes qui vont nous permettre d'aller plus loin que ce que nous, on peut donner. Parce que les Ukrainiens, pour le moment, ils ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir les moyens d'assurer ce qui tiennent actuellement pour le moment. Parce qu'il n'y aura pas de négociation s'il recule. Hein. Il va continuer Poutine. La seule chose qui l'intéresse, Poutine, c'est de dominer militairement et stratégiquement. On l'a bien vu avec cette percée fantôme qui a fait peur à tout le monde d'ailleurs. Hein, et cette percée, on m'a posé la question sur ce plateau, j'ai dit, une percée, c'est un coup politique. Il faut derrière des hommes, sinon ça n'a pas de sens. Et ils vont se retrouver enfermés ou être obligés de reculer. Ça, c'est la tactique de terrain. Est-ce que Trump est gagnant dans tous les cas? Est-ce que Trump est gagnant dans tous les cas? C'est-à-dire, lui prendra moins de risques, Trump, puisque ses hommes ne seront pas là, il vendra davantage d'armes, il espère un prix Nobel. On a l'impression que bien entendu. chaque brique du Lego est en sa faveur. On peut même ajouter une chose, c'est que quand il appelle Viktor Orban pour lui dire maintenant il faut arrêter de bloquer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est tout simplement parce qu'il a en tête qu'il faut que l'Union européenne paye la reconstruction de l'Ukraine. Et que donc si l'Ukraine est dans l'Union européenne, les fonds européens vont aller vers l'Ukraine et donc les États-Unis seront tranquilles. Voilà. Sergei, vous voyez un bon sentiment, vous y voyez un calcul d'argent. Donald Trump est dans le calcul d'intérêt permanent et on peut lire l'ensemble de ses choix, non pas à l'aune de sa stupidité ou de sa folie, mais à l'aune des intérêts des Américains. On peut ajouter une chose à ce que dit Natacha, c'est qu'il y a aussi un coup politique, puisque il y a une grande préférence
préférence de Trump et surtout de Vance pour le régime illibéral, que on met en valeur le principal leader du... Ça, bien sûr. Ben oui, non, mais ça compte beaucoup. Non, après l'intervention de Vance à Munich, ça compte énormément. Oui. Il nous fait avaler quand même beaucoup de couleurs. Moi, je suis frappé, pardon. Trump, c'est quand même fascinant. On vit des heures où Trump, qui était déjà, lui, personnellement tellement décrié, est en train de faire avaler des couleuvres aux Européens. Alors là, vraiment, la gorge est envahie de couleuvres. Il va faire ce sommet chez quelqu'un que les Européens détestent en général, parce qu'il est illibéral. Et beaucoup commencent à dire, comme vous, Sergei Girnov, ah oui, c'est pas mal pour finir. Mais vous savez idée, peut-être Budapest. Le portrait qu'on est en train de dessiner de lui sans s'en rendre compte et qui est très surprenant, c'est qu'en réalité, il y a un grand dessin, EIN, et qu'il est très systématique, très organisé, qu'il y a un plan. Alors, ça godille, il y a, j'allais dire, des petits virages du côté du droit international et des grandes embardées du côté de l'autoritarisme, mais il y a une direction qui est celle effectivement de démanteler l'Europe, de la siphonner financièrement, de l'affaiblir politiquement, de faire monter ces identitarismes effectivement. Emmanuel Macron parle de l'intelligence du but, c'est-à-dire oui, il dit n'importe quoi souvent, c'est très américain, il dit l'Alaska, c'est vrai, mais très ça fait rien, on dit n'importe quoi, mais sur l'essentiel, on sait très bien ce qu'on veut. Oui. Pourquoi vous dites que c'est très américain? Parce que en fait, vous dites ça m'a toujours marqué dans le contraste entre la manière dont on travaille en France et dont on travaille aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu cliché ce que je veux dire, on définit un objectif. J'en ai rien à faire de la manière dont le temps que vous allez passer pour l'atteindre, la manière dont vous allez vous y prendre. En France, on va vous demander combien d'heures, on va surveiller, etc. Aux États-Unis, soit le job est fait et tu restes. Si le job n'est pas fait, tu dégages. En France, alors si le job, on va voir, est-ce qu'on peut s'arranger, etc. Par contre, il faut que les heures, on va vérifier quel stylo, machin, etc. Donc oui, c'est un petit peu cette idée, c'est ce qu'on appelle goal-driven. Il y a un objectif, après ça va faire comme ça, n'importe comment, mais au final, c'est ce qui compte. Il y a un marchand d'aspirateur qui passe par la porte, si la porte est fermée, il passe par la fenêtre, si la fenêtre est fermée, il monte sur la cheminée, etc. C'est ça. Et il y a autre chose. Vous nous dites, ça nous fait avaler les couleurs. Il va rester 3 ans et demi encore au pouvoir. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? On est obligé de vivre avec ce président américain. Donc, on est obligé de vivre avec. Donc, autant en profiter, autant savoir comment travailler avec lui. Et vous avez vu que quand même les Européens, on peut raconter n'importe quoi, mais ils étaient très intelligents. Parce qu'ils se sont vus avant, ils se sont vus à l'ambassade ukrainienne à Washington avant cette rencontre, ils ont partagé les rôles, chacun a parlé de son truc, chacun a pris un but, une idée, etc. Et donc, en fait, le tableau était bien en avance par rapport aux Européens. Et je pense que quand même, si on pourrait dire toujours on reproche à Trump qu'il a que des calculs dans la tête, qu'il paye moins, qu'il gagne de l'argent sur la guerre ou autre. Il y a une chose qui, moi je ne vois pas pourquoi, si l'Europe dit que la sécurité européenne, du continent européen, dépend de l'Ukraine, pourquoi pas l'Europe ne paye pas pour cette sécurité, c'est sa sécurité à elle. Alors aujourd'hui, oui, l'Europe paye, mais je veux dire que après, si on regarde quelle sera la contribution des États-Unis, quelle sera la contribution des Européens, c'est très clair que ça sera l'augmentation de contribution des Européens pour leur propre sécurité. C'est logique. Mais voilà, c'est tout à fait, Ludmilla, mais la question, c'est les Européens payent, doivent-ils enrichir les États-Unis ou doivent-ils payer pour s'enrichir eux-mêmes et défendre leur sécurité? C'est ça l'enjeu. Pour l'instant, ils payent pour enrichir les États-Unis. Aujourd'hui, si on parle par exemple de l'armement, il y a aussi effectivement cette partie où il y a l'armement américain qui est acheté avec l'argent européen pour l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres types de arrangements, d'autres types de systèmes dans lesquels ça pourrait se faire et ça ne va pas enrichir les États-Unis. Il y a déjà les consortiums franco-ukrainiens, italien-ukrainiens, danois-ukrainiens et c'est les technologies qui sont élaborées conjointement par les deux pays qui sont après achetées par l'argent européen. La question, c'est comment monter en puissance et en gamme au niveau européen assez rapidement pour que ça puisse couvrir les besoins en Ukraine aussi. Ces troupes au sol, s'il y a des troupes au sol effectivement non américaines, puisqu'on comprend que les Américains, ce ne sera pas le cas, mais ça peut être des Français, des Allemands, des Anglais, etc. Le président de la République rappelait, d'ailleurs tout à l'heure sur TF1 et NCI, ce sera en deuxième rideau, ce ne sera pas le long...
Là, ce seront des zones où on ne se bat pas. Ce qu'il appelle la zone de paix. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous le savez mieux que moi, Darius, on a quand même suffisamment diffusé de cartes sur cette chaîne pour se souvenir de tous les endroits qui sont tapés par les Russes avec drones et missiles. Donc j'ai trouvé que l'expression zone de paix demandait aux gens qui ne sont pas dans ces parties rouges s'ils estiment vivre en zone de paix. Quand ils se sont pris des missiles balistiques, des Kinjal, l'Oreshnik ou alors des drones Shahed jusque en Galicie, dans l'extrême ouest du pays. Donc, mais il y a un sens quand même militaire, ça veut dire qu'ils ne sont pas en contact avec les troupes. Il ne s'agit pas de les mettre en première ligne. Et moi, je trouve simplement que l'expression zone de paix, en l'état actuel, me paraît un peu hasardeuse. Après, ce qu'il faut se dire, et ça a été rappelé, c'est que ça interviendrait après un accord. Ouais, effectivement, les choses devraient être, entre guillemets, Christian Proutot, pacifiées. Si vous êtes un militaire, encore une fois, si demain, si vous étiez encore en service, si on disait, voilà, vous partez avec des hommes en Ukraine et vous êtes prêts, si la Russie attaque à nouveau, il faudra l'affronter. Est-ce que vous iriez ? Je pense que si on a accepté, si les États ont accepté, on n'aura pas le choix. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vient de faire Gallagher sur la notion de zone de paix. À partir du moment où un accord aura été signé, et vu la propension qu'a eu Poutine à s'asseoir, à déchirer tous les accords qu'il a fait depuis pas mal d'années, allez, disons, pour être optimiste, depuis 2014, c'est sûr qu'il y a un risque qui va être pris. Parce qu'on va engager des hommes, même s'ils sont sur des positions préparées à l'avance, un peu plus à l'arrière, où les mauvais coups peuvent arriver de la même manière, même les mauvais coups avec provocation. Simplement, ce que je veux dire, c'est que pour déjà arriver à ça, croyez-moi, c'est pas gagné. Ouais. Parce que quand vous voyez les objectifs qu'ont les Russes, en dehors des petites percées sur le terrain qui ont fait frémir tout le monde et dont on a vu le résultat, c'est-à-dire nada, dans le court terme, qu'aurait voulu Poutine pour arriver en force face à Trump, je pense, en Alaska. Ce qui ne s'est pas passé. Par contre, il a continué à taper les civils. Donc il y a toujours cet objectif fou de terroriser la population et de faire payer le prix fort à la population. Est-ce que Trump peut faire davantage ? Est-ce que Trump peut faire davantage ? Écoutez, en matière aérienne, il est en train de bouger. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un domaine crucial. Et les Ukrainiens ont toujours dit, protéger notre ciel. Depuis le début, c'était même les premiers jours. Fermer le ciel ukrainien. C'est ça dont on a parlé depuis longtemps. Et c'est ça qui va pouvoir vraiment assurer la paix relative qu'on évoque sur ce plateau. Et écoutez, Trump, il n'en est pas à dire qu'il va fermer le ciel ukrainien, mais enfin, quand même, il fait un peu de quelques pas en disant on va amener plus d'aide aérienne. En matière de sécurité, les dirigeants européens sont prêts à envoyer des troupes sur le terrain. Nous sommes prêts à les aider, notamment si vous parlez du transport aérien, car personne d'autre ne dispose de ce dont nous disposons. Vraiment, ils n'ont rien de tel. Voilà. Et pour être précis, il parle en particulier des patriotes. Mais il parle aussi plus tard des patriotes. En fait, il s'agit de ça. Il parle des patriotes, mais il parle aussi d'un des éléments où les Européens, en effet, ne peuvent pas compenser les Américains, c'est le transport de troupes, c'est le transport aérien. Ça fait partie, avec le renseignement, des gros manques des Européens. Nous ne sommes pas indépendants là-dessus. Mais ça ne veut pas dire fermer le ciel aérien. Oui, attention, c'est du transport, c'est tout. C'est du soutien et pas de l'appui. Donc c'est de la logistique qui est cruciale et qui est très importante, mais voilà, c'est mettre dans l'esprit des Américains un éloignement du théâtre d'opération. On est dans les airs, on est loin, on amène des gens, et c'est de la rotation aérienne qui est tout à fait importante et essentielle, mais c'est très très loin du combat ou d'un engagement qui serait plus... Mais à ce stade, l'appui n'est pas exclu. À ce stade, pour l'instant, l'appui n'est pas exclu. Oui, ouais. Oui, il a été très prudent. Je ne crois pas une seconde, mais oui, vous avez raison. Non, mais il a changé d'idée. Il l'avait déjà dit qu'il était prêt à le faire en menaçant avec ce phare. Parce que quand même, c'est fou. Vous vous rendez compte, en quelques jours, on a oublié l'ultimatum. Donc on est passé, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais donner des moyens aériens à l'Ukraine, des moyens de défense patriote à l'Ukraine, et puis là on n'en parle plus du tout parce que bien évidemment c'est pas le meilleur moyen de faire venir Poutine, et puis on se retrouve dans la même situation en fait que, et c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec Natacha, que avant cet ultimatum.
Pareil. Non, justement. On est en train de parler d'une éventuelle, c'est pas encore fait, mais d'une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Pardon, mais c'est énorme. Il a servi à ça, cet ultimatum. C'est-à-dire que l'ultimatum a forcé, alors je pense que c'est surtout l'état de l'économie russe qui a forcé Vladimir Poutine à bouger. Mais les deux se passent au même moment. Et donc Vladimir Poutine ne peut pas se permettre les sanctions secondaires, notamment contre l'Inde, etc. Et donc, on observe que les choses ont bougé. Donc l'ultimatum a servi à ça. D'ailleurs, il faut faire une parenthèse. Trump ne fonctionne que comme ça. Imaginer une issue, parfois on peut être optimiste, sur le mode tout le monde a gagné. Tout est relatif, il y a eu tellement de morts qu'on ne peut pas dire ça comme ça, mais en réalité, les Européens auront poussé un certain nombre de leurs objectifs. Trump, alors il aura gagné énormément dans tout point de vue. Les Ukrainiens auront quand même, avec héroïsme, sauvé l'indépendance, la souveraineté de leur pays. Et les Russes auront peut-être gagné 1/5 de l'Ukraine. Donc en réalité, avec Poutine, il n'y a pas une victoire à la moitié. Pour lui, il veut la totalité de l'Ukraine. Il ne va jamais lâcher ce but-là, quoi qu'il arrive. Lui, il est dans cette temporalité dans laquelle il se projette. Il n'hésite pas aujourd'hui de rajouter des conditions pour vous rencontrer Zelensky. Il n'a rien confirmé. Ce qui est sûr, c'est que lui, il ne va pas s'arrêter. Et l'Ukraine, aujourd'hui, elle n'est pas... D'ailleurs, avec Zelensky aussi en tête du pays, elle n'est pas prête, elle comprend ça, elle ne va pas sacrifier les territoires. Ça ne va pas juste arranger tout le monde va s'en sortir victorieux et content. Parce qu'on a vu ça plus ou moins en 2014, personne n'est sorti victorieux après, dans 10 ans, en se disant, oui, voilà, il y a une nouvelle étape de l'invasion.